À la tête du Shin Bet, vous découvrez vite que les membres du gouvernement préfèrent les options binaires. Ils n'aiment pas qu'on leur propose 3 ou 4 possibilités. Ils veulent qu'on leur dise noir ou blanc, faites ou ne faites pas. Mais à mon poste de chef du Shin Bet, je ne vois que du gris, toutes les nuances de gris. Imaginez un terroriste que vous recherchez depuis longtemps et que vous avez soudain l'occasion d'avoir. Et dans sa voiture, il y a 1 ou 2 autres personnes dont vous ne savez pas si elles font partie ou non de son réseau. Que faire? Tirer ou ne pas tirer? Il faut agir vite. La plupart du temps, on n'a que quelques secondes ou quelques minutes pour prendre une décision. Des gens attendent que vous décidiez. Et pour eux, en général, décider, c'est agir. C'est ça, décider. Décider de ne pas agir peut sembler plus facile, mais c'est souvent plus difficile. Parfois, on a décidé d'agir, et même si tout s'est bien passé, que personne n'a été touché à part les terroristes, soudain le temps s'arrête. La nuit, le matin en se rasant, chacun a son moment privilégié pour ces choses-là, pendant les vacances. Vous vous dites, bon, j'ai pris ma décision, tant de personnes ont été tuées, on était absolument certain qu'elles allaient commettre un grave attentat. Personne d'autre n'a été touché. Une intervention parfaite, une frappe chirurgicale. Et pourtant, vous vous dites, il y a quelque chose de pas naturel dans cette situation. Et ce qui n'est pas naturel, c'est ce pouvoir que vous avez de prendre 3 personnes, même si ce sont les terroristes, et de leur ôter la vie comme ça, en une fraction de seconde. The Six-Day War in the Middle East has echoes along a second front. Israeli officials announced that their victory voids previous armistice agreements and international borders with their neighbors. That victory was swift and total. The combined Israeli Air Force and infantry, artillery and tank corps swept south across the Sinai Peninsula to the Suez Canal, east across the West Bank to the Jordan River, and north into Syria. Suddenly, over 1 million Palestinians came under Israeli military rule in the West Bank and Gaza. For Israeli troops, however, the most moving moments of the war were the capture of the ancient biblical sites in Judea and Samaria and the old city of Jerusalem. Standing at the sacred Western Wall, Israeli Defense Minister Moshe Dayan vowed never to give up the old city of Jerusalem. Vous aviez quel âge à la guerre des 6 jours? J'avais 11 ans. Dans mon souvenir, je me posais des questions d'enfance sur ce qu'est la guerre. On ne peut pas dire que je comprenais vraiment, mais je me souviens d'avoir eu conscience de la peur. Conscience qu'il se passait quelque chose de grave. Je me souviens surtout d'un livre. Je l'ai lu je ne sais combien de fois. Il s'intitulait « Si Israël avait perdu la guerre ». Il décrivait le scénario, pas très engageant, de ce qui se serait passé si nous avions perdu la guerre et que les Arabes avaient occupé Israël. Ce que nous serions devenus. Il est resté gravé dans ma mémoire et ça m'a beaucoup marqué. C'est une question à laquelle j'ai souvent pensé, étant enfant.
Pendant la guerre de 6 jours, j'ai participé aux opérations. Les Arabes s'étaient rendus et nous nous sommes retrouvés sans ennemis. C'est comme le chien qui court après le lapin dans une course de lévrier. Le lapin s'est caché sous terre et les chiens le cherchent partout, mais ils ne trouvent rien. Nous étions un peu comme ça. Nous avons commencé à travailler en Cisjordanie et à Gaza dans la lutte antiterroriste, sans trop savoir ce que c'était car le terrorisme n'était pas développé. Nous avons décidé de faire un recensement dans les territoires pour savoir combien d'habitants il y avait à Jabalia, à Chati, etc. C'était très important. D'ailleurs, ça nous a servi plus tard et pendant des années. Vous savez ce que c'est? On appelle des réservistes, on les forme en vitesse. On leur dit, vous frappez à la porte. On vous demande, Menal Bab, qui est là? Vous répondez, Jesh, les soldats. Etchebetku, que voulez-vous? Jinal Arsiku, on vient vous recenser. C'est tout, une dizaine de mots d'arabe. Une unité de réservistes arrive et frappe à la porte. On leur demande « Mine al-Bab ». Qu'est-ce que les soldats répondent? « Jesh », comme on leur a appris. « Etchebetku, que voulez-vous? Jina Narsiku ». Mais là, ils se trompent. Au lieu de prononcer Narsiku avec le H sans point, sans bidule au-dessus, ils le prononcent comme avec un point. La différence, Jina Narsiku sans point, c'est « on vient vous recenser ». Avec un point, ça devient « on vient vous castrer ». Nous avons étudié de façon intensive l'arabe dialectal, l'arabe littéraire. Nous avons appris à lire les caractères d'imprimerie et l'écriture cursive. Quiconque a suivi sérieusement les cours d'arabe du Shin Bet connaît parfaitement l'arabe. Il comprend l'arabe parlé, il sait lire entre les lignes, il sait déchiffrer le message d'un agent. Le Shin Bet a cherché des interlocuteurs qui puissent l'aider à comprendre comment ça fonctionnait, les Palestiniens. Nous avons parlé à toutes sortes de gens et pour la première fois, justement du côté juif, est apparue l'idée d'un État palestinien. Ça m'a enthousiasmé. Je suis donc allé dans les territoires avec toutes sortes de gens qui s'intéressaient aux Palestiniens. Mais nous ne savions pas trop dans quel sens travailler, car nous n'avions reçu aucune directive de nos supérieurs. Quel était le but à atteindre? Sans directive du gouvernement, tu es comme dans l'histoire du lapin, tu cherches. J'ai commencé comme coordinateur dans la région de Naplouse. C'était une région magnifique, couverte d'oliviers. J'aimais laisser ma voiture et aller sur le terrain à pied, dans les camps de réfugiés, les ruelles, le moindre recoin. Je frappais aux portes, entrais chez l'habitant, m'asseyais au café, bavardais. J'aimais beaucoup ces contacts avec la population. Mais au-delà de ma rencontre exotique avec des oliveraies, le paysage, les paysans, j'étais plongé au cœur du problème palestinien. Je travaillais dans les camps de réfugiés. Tu découvres soudain ce que c'est un réfugié. En y réfléchissant davantage, tu comprends que tu n'es pas un simple spectateur. Tu n'es pas venu faire l'état des lieux avant de repartir. Tu contribues activement à la situation. Au début, tu t'abrites derrière ton rôle dans la sécurité. C'est le côté le plus confortable. עוצר הוטל על אזור הקסבה בחברון, שם נרצח חייל של משמר הגבול הישראלי וחברו נפצע. השניים היו בסיור שגרתי ברחוב כשלפתע נשמעו יריות. אחד מאנשי המשמר נפצע והשני פתח ברדיפה אחרי היורים. מאוחר יותר הוא נמצא הרוג במקום זה.
Petit à petit, et si j'étais cynique, je dirais heureusement pour nous, le terrorisme s'est intensifié. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à coup, nous avons eu beaucoup à faire et nous avons cessé de penser à l'État palestinien. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, je comprends. Et du moment où nous avons cessé de penser à un État palestinien pour ne plus penser qu'au terrorisme, le terrorisme s'est sophistiqué, et nous aussi. Il y a eu de plus en plus de choses à faire à Gaza et en Cisjordanie, et même à l'étranger. Et nous avons oublié la question palestinienne. À Naplouse, à cette époque, là où tu jetais une pierre, il y avait soit un chat, soit un terroriste. Il y a des nuits où l'on arrêtait des centaines de personnes. On rassemblait tous les hommes sur la place du village, près de la mosquée ou dans la cour de l'école. On utilisait des indicateurs, c'est-à-dire des terroristes qui acceptaient de collaborer. Ils montaient dans nos véhicules, le visage masqué, et se dissimulaient derrière des bâches. On faisait défiler les villageois devant les véhicules et ils nous disaient « Celui-ci s'est entraîné dans tel camp en Syrie, celui-là revient de Jordanie ». Ils ne collaboraient pas tous, mais en général, on obtenait un bon paquet d'informations. À cette époque, la plupart des renseignements que nous récoltions étaient du Héroïum, des renseignements d'origine humaine. On les obtenait de deux manières, soit par des agents, soit en interrogeant les prisonniers. Mon premier jour de travail, la personne que je devais remplacer, Irel, est venue me prendre chez moi et a décidé que le meilleur endroit pour dégrossir un type de la sécurité aussi candide que moi était de m'emmener au centre d'interrogatoire de Jérusalem. C'est là que je me suis initié au renseignement. Je ne sais pas si vous êtes jamais entré dans une prison, mais la maison d'arrêt de Jérusalem est la pire que je connaisse. C'est un très vieux bâtiment qui date des Turcs. Un homme normalement constitué qui en franchit le seuil est bientôt prêt à avouer qu'il a tué Jésus. Tu dois exercer sur le suspect une certaine pression. Le mettre dans un certain état mental pour qu'il comprenne qu'au bout du compte, il devra avouer ce qu'il sait et que le plus tôt sera le mieux. Le Shin Bet a interrogé des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Le Shin Bet est une machine bien huilée, très organisée et très efficace. On travaille méthodiquement. D'abord, on t'attribue un certain territoire. Tu te mets à l'étudier village par village, route par route, soit en allant sur le terrain, soit en multipliant les entretiens avec les milliers de personnes qui se présentent au quartier général du gouvernement militaire. Tu leur demandes de te parler de leur village, des clans. En fonction du nombre d'habitants d'un village, des clans influents, des institutions, tu parviens à cibler la personne que tu veux recruter. Et au final, tu estimes que les relations d'un tel, ses facilités d'accès aux lieux que tu veux surveiller, font de lui l'agent dont tu as besoin. Recruter un agent, c'est sélectionner quelqu'un qui a priori ne t'aime pas. Et lui faire faire des choses qu'il n'aurait jamais cru être capable de faire.
Convaincre quelqu'un de trahir son entourage, ses amis, parfois sa famille, ça ne va pas de soi. Nous avons réussi à maîtriser le terrorisme. Nous l'avons maintenu en veilleuse pour que l'État puisse faire ce qu'il voulait, et c'était important. Mais ça n'a pas résolu le problème de l'occupation. Ça n'a rien changé à ça. Ce qui a changé, c'est que de 20 attentats par semaine, on est passé à 20 par an. Les premiers ministres d'Israël se sont succédés, mais aucun ne s'est jamais intéressé au peuple palestinien. Ni à l'intérieur des frontières de 1967, ni à l'extérieur de ces frontières. Quelle différence entre Golda Meir et Begin? Aucune. Ni l'un ni l'autre n'avait de contact avec les Arabes. Elle a dit qu'elle était palestinienne. Begin n'a même pas dit ça parce qu'il ne s'y intéressait pas. Ça ne comptait pas pour lui. Avec Pérez, l'atmosphère a changé, mais il a fait la même chose que ses prédécesseurs. Et l'occupation a continué. Oui, Perry nous montrait ses graphiques. Combien de personnes arrêtées, combien d'informateurs actifs, combien d'attentats évités, combien d'attentats non évités. Et le tableau était chaque fois plus rose. Mais au fond, ça ne reflétait aucune stratégie. C'était purement tactique. En 1982, ce fut l'opération Paix en Galilée. L'armée israélienne envahit le Liban et le Shin Bet recrute des agents. En un rien de temps, le Shin Bet contrôle le Liban d'aussi près que la Cisjordanie. C'est Avraham Shalom qui est à la tête du Shin Bet. Et c'est à cette époque que le Mossad, qui avait été longtemps le champion du renseignement, est supplanté par le Shin Bet. Aux yeux du Premier ministre, d'abord Begin, ensuite Shamir, Avraham Shalom est l'homme le plus important du système de sécurité du pays. Et je crois que ce qui s'est passé avec Shalom, c'est qu'il s'est cru tout permis. Shalom n'inspirait pas le respect, mais la crainte. On avait peur de lui. C'était un homme fort, combatif, intelligent, têtu, intransigeant et sans pitié. Si quelque chose lui déplaisait, les têtes ne tardaient pas à voler. L'affaire du bus 300 me surprend à Jérusalem. Le chef du commandement militaire central m'appelle sur la ligne rouge. Il me dit qu'un bus de la ligne Tel Aviv-Ashkelon a été détourné et qu'il se dirige vers Gaza. Il est déjà pris en chasse par des hélicoptères. Le bus est intercepté à Daïr el-Bala, dans le district que je contrôle. On m'appelle à l'aube pour m'informer de la situation. Le bus a été maîtrisé par l'armée et 2 terroristes ont été emmenés pour être interrogés.
J'allume aussitôt la radio et j'apprends que tous les terroristes ont été tués. Je dis à ma femme, cette histoire sent mauvais. Pouvez-vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Vous recevez un coup de fil, on vous dit qu'un bus a été détourné. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs, j'étais à Haïfa. Oui. On m'a dit, un bus a été détourné, venez. J'y suis allé. C'est l'armée qui s'est occupée de ça. Au cours de l'opération, 2 terroristes ont été tués et 2 sont sortis indemnes. Mais je ne le savais pas. Ils ont été tabassés à mort, tous les 2. Puis le Shin Bet les a récupérés et j'ai demandé à Ehud qui avait dirigé les opérations dans quel état ils étaient. Il m'a dit ils sont pratiquement morts. Ou les soldats l'ont dit. Pratiquement morts. Alors j'ai dit donnez-leur un dernier coup et qu'on n'en parle plus. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a raconté ce qu'il a fait, mais je ne l'ai appris qu'1 an plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il leur a fracassé le crâne avec une pierre. Mais ils avaient déjà perdu connaissance. Je ne sais pas dans quel état ils étaient. La photo qu'on a montrée a été prise avant qu'ils se fassent tabasser. Toute l'armée s'est acharnée sur eux. La photo a été prise avant, et quand on les a récupérés, ils ne ressemblaient pas à ça. Il ressemblait à quoi? Mais je ne sais pas, mais on m'a dit. Certains pensaient même qu'ils étaient déjà morts. On les a massacrés. C'était un lynchage. Vous ne les avez pas vus de vos propres yeux? Non, je ne les ai pas vus. Nous avons tué un terroriste qui avait les mains liées et qui ne représentait plus aucune menace. De quel droit? Mais à cette époque au Shin Bet, le concept d'ordre manifestement illégal n'existait pas. Le Shin Bet a commis une faute, mais il n'est pas le seul. Le cabinet et le Premier ministre ont commis une faute car ils sont responsables du Shin Bet. C'est une question délicate. Est-ce que le Premier ministre savait qu'il s'agissait d'un assassinat, d'une exécution préméditée des terroristes de la ligne 300?
Ou bien cela relevait-il de la seule compétence du chef du Shin Bet de faire une telle chose ou de prendre une telle décision? Dans quel cas Shamir vous donnait-il la permission de tuer? Il y a eu un cas ou deux où je n'ai pas pu le joindre et où on a dû le faire. Faire quoi? S'occuper de terroristes qui s'apprêtaient à commettre un attentat ou autre chose, ou qui avaient commis un attentat. Il m'avait dit, si tu ne réussis pas à me joindre, décide seul. Quand avez-vous compris que vous deviez démissionner? J'ai tout de suite proposé ma démission à Shamir. Il m'a dit surtout pas. Il a eu peur que si je démissionnais, il devrait le faire aussi. Il est allé voir Shimon Peres et Rabin, le ministre de la Défense. Il leur a dit, vous aussi, vous avez autorisé des choses de ce genre. Si vous nous laissez tomber, nous, le Likoud, nous vous ferons tomber avec nous. Ils n'ont pas cessé de me dire quoi faire, comment répondre. Je ne faisais rien sans concertation avec eux. Je n'imaginais pas qu'après un an de concertation, ils s'en laveraient les mains et diraient « Nous ne savions rien ». Depuis, j'ai cessé de prendre les hommes politiques au sérieux. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était des gens à qui on ne pouvait pas faire confiance. Ils abandonnent le blessé sur le champ de bataille. Et vous êtes le blessé? Pas seulement moi, tout le Shin Bet. Les agents du Shin Bet se sont dit, on nous appelle à toute heure du jour et de la nuit tout au long de notre vie pour des missions dont certaines sont en marge de la loi, certaines à la limite de la loi, et d'autres parfaitement légales, mais personne ne nous soutient. Quand certains médias se saisissent de l'une de nos opérations et que les instances gouvernementales ne nous soutiennent pas, nous nous sentons abandonnés. L'affaire du bus 300 a révélé beaucoup de choses. Et au Shin Bet, nous avons pris conscience que nous n'étions pas tout puissants. Il y a des lois au-dessus de nous. Et cette idée a commencé à faire son chemin dans les esprits. Pourquoi avez-vous donné l'ordre de les tuer? Je ne voulais plus que des terroristes arrivent devant les tribunaux. Ça ne faisait qu'encourager le terrorisme, qui augmentait déjà assez comme ça. C'était une bonne chose de tuer les terroristes de la ligne 300? D'après le résultat, non. Seulement d'après le résultat? Seulement d'après le résultat. S'il n'y avait pas eu de journalistes sur place, ça aurait été justifié? C'est une question ou une affirmation? Une question. S'ils n'avaient pas été là, personne n'en aurait rien su. Et l'aspect moral de cette affaire? Dans le terrorisme, il n'y a pas de morale. Allez d'abord chercher la morale chez les terroristes. S'il met les mains en l'air et se rend? Ce n'est pas une question de morale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une question tactique, pas une stratégie. Pour vous, décider de tuer 2 terroristes? Pour vous, tout est noir ou blanc, mais il y a des décisions. 2 terroristes capturés vivants ont été tués. Pourquoi vous focalisez-vous autant là-dessus? J'essaie de comprendre l'aspect moral de cette affaire. Il n'y a pas de morale dans cette affaire. Dans la guerre contre le terrorisme, oublie la morale. Avec une bombe d'une tonne, oublie la morale. La première intifada a été le détonateur qui a fait exploser ce bureau avec toutes les charges d'explosifs, car c'était un mouvement spontané. Un peuple s'est soulevé et a voulu faire la révolution et nous mettre dehors.
J'étais le numéro 2 dans le district d'Ashkelon quand cette vague de protestations massives a déferlé. Un mouvement populaire d'une ampleur comme nous n'en avions jamais vu. Des centaines, des milliers de gens dans la rue que seuls des tirs réels pouvaient arrêter. La liste des gens recherchés par le Shin Bet était sans doute à l'époque la plus longue de l'histoire des services secrets dans le monde. Ils se comptaient par centaines et par milliers dans toutes les zones, dans tous les districts. Comment se fait-il que le Shin Bet, qui couvrait tout le territoire, qui contrôlait toute la population, n'ait pas vu arriver un mouvement de cette ampleur? Quel service de renseignement dans le monde a prévu la chute du mur de Berlin? Dire aujourd'hui, ou à l'époque, que le Shin Bet aurait dû prévoir ça, formellement, théoriquement, pourquoi pas? C'est vrai? C'est ce qu'on attendait de lui. C'est pour ça que tu organises des réseaux, que tu alimentes d'énormes banques de données. Mais il faut bien l'admettre, aucune agence de renseignement au monde n'a jamais réussi à prévoir les grands événements historiques. Tu te dis, où me suis-je trompé? Trompé non pas du point de vue de celui qui contrôle le terrain, mais en te demandant plutôt, devrais-je laisser ça arriver? N'aurais-je pas dû partir avant qu'ils me disent « dehors » Mais ce sont des questions plus philosophiques que pratiques. Ce sont les plus intéressantes. Oui, mais la plupart du temps, tu ne peux pas leur donner de réponse définitive. Je n'ai pas besoin de réponse définitive. Je sais qu'il y a eu de nombreuses occasions depuis 1967. C'est facile à dire maintenant, mais c'est déjà ce que je pensais plus ou moins à l'époque, où nous aurions dû conclure un accord et nous retirer. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Nous avons tous nos opinions, mais le chef du Shin Bet n'est pas mandaté pour aller dire au Premier ministre s'il faut discuter ou non avec les Palestiniens. Ça dépend aussi beaucoup des gens qui sont aux commandes. Yitzhak Shamir, jusqu'à la fin de son mandat, n'a jamais cru un instant qu'un accord avec les Arabes était possible. Yitzhak Rabin, lui, le croyait vraiment. אם אנחנו רוצים פעם לתת סיכוי רציני לפתרון הבעיה הפלסטינאית-ישראלית, היום זה הזמן, והפרטנר הוא אש"ף, שהוריד מעצמו את אותם דברים שבגללם תיעבתי אותו. The signing of the Oslo Accords between Israel and the Palestinians marked the first time that the PLO officially announced that it had abandoned terror and violence and recognized Israel's right to exist in peace and security. In return, Israel committed itself to withdrawing its forces from Gaza and the Jericho region and to transferring all civilian authority in the West Bank and Gaza to the Palestinian administration. Pour nous, Oslo a surgi du jour au lendemain. Perry était à la tête du Shin Bet. Il m'a informé de ce que Oslo impliquait pour nous. Il m'a dit, « Avi, il faut sans tarder parler avec les gens du Fatah et régler la question des suspects recherchés. Car il sera impossible de continuer à les traquer quand l'accord aura été signé à Washington. » זה היה מדהים, הפגישה הראשונה הייתה
C'était extraordinaire. La première rencontre a eu lieu à Genève. Jibril Rajoub était là, dans le hall. Et moi, pas moi personnellement, mais le Shin Bet l'avait fait emprisonner quand il avait 16 ans. Il avait passé 18 ou 20 ans en prison. Finalement, tu rencontres des êtres humains dont le désir de paix, la volonté de vivre en paix, la volonté de trouver un accord ne sont pas moins forts que le tien. J'ai eu du mal avec ça. J'avais l'impression de faire quelque chose de... C'était impossible. Voilà des gens que j'avais traqués jusqu'à maintenant. Comment aurais-je pu m'asseoir avec eux? C'étaient des terroristes, des meurtriers, ils avaient tué des gens. Comment pouvais-je m'asseoir avec eux? D'ailleurs, pour eux aussi, j'étais un terroriste. C'est son point de vue, le point de vue du Palestinien. Il te regarde en disant « Toi aussi, tu es un terroriste ». Tu te dis « Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Puis tu comprends que le terroriste des uns est le résistant des autres. Jusqu'au retour d'Arafat à Gaza, l'ennemi public numéro 1 de l'État d'Israël avait été le Fatah. Et d'un seul coup, le Fatah abandonnait le terrorisme. Le Hamas et le djihad islamique ont pris la place laissée vacante. Nous nous demandions sans cesse comment les Palestiniens allaient se comporter, à quel point ils s'engageraient dans la lutte contre le terrorisme, dans les régions dont ils étaient désormais responsables. Une autre question se posait, comment prévenir le terrorisme alors que nous n'étions plus sur le terrain? Le premier bus dont j'ai dû m'occuper était le bus 5, en 1994. C'était le premier attentat suicide commis à Tel Aviv. Je ne l'oublierai jamais. Pour la première fois de ma vie, je n'arrivais pas à me détacher de cette vision d'horreur, de la puanteur des corps calcinés. Je ne l'oublierai jamais. Après, ça m'est passé. J'ai vu beaucoup d'autres autobus et ça m'est passé. Ensuite, il y a eu l'horrible attentat du carrefour de Beth-Lit, celui de la Bourse et celui du bus 18 à Jérusalem. Chaque fois qu'il y a un attentat qu'au Shin Bet nous n'avons pas su prévenir, nous éprouvons un profond sentiment d'échec et de frustration, d'autant plus fort que l'attentat était plus meurtrier. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à empêcher ça? Je crois que c'est le moment le plus dur, le plus sombre dont je me souvienne en 30 ans de carrière au Shin Bet. Avec l'augmentation du nombre des attentats suicides et l'implication croissante du Hamas, le besoin de recourir à des moyens de pression physique modérés s'est davantage fait sentir. Interroger des membres du Hamas ou du djihad islamique est beaucoup plus difficile. Un homme prêt à sacrifier sa vie, que je sois ou non pour les vierges du paradis, il n'a rien à perdre. Les choses se compliquent quand on a affaire à ce qu'on appelle une bombe à retardement. Une bombe à retardement, c'est le cas où vous détenez des renseignements sur un attentat qui risque d'avoir lieu, un attentat suicide ou autre. Enfin, en tout cas, des gens risquent d'être tués, et que la seule façon de les confirmer est de savoir où, quand et comment, et de soutirer ces informations à la personne que vous interrogez. Vous devez persuader le suspect de parler en usant de différentes techniques qui visent à réduire sa capacité de résistance. Dans l'éventail des pressions physiques, il y avait la privation de sommeil, l'obligation de rester assis, menotté dans une position douloureuse,
humiliante ou épuisante. Qu'est-ce que ça te fait quand on te couvre la tête? Tu es dans l'obscurité totale et tu perds le sens de l'orientation. Tu ne sais pas ce qui t'entoure, tu entends, mais tu ne sais pas ce qui t'entoure. Et les secousses? Les secousses, elles servent à marquer ta présence. C'est menaçant, mais ça ne fait pas mal. Le résultat est que tu te sens menacé. Quand l'interrogateur s'approche de toi et te secoue, tu te sens menacé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un dénommé Arizad, un membre du Hamas qui était de petite taille, a été secoué. Il a eu le syndrome du bébé secoué. Son cerveau a heurté son crâne et il en est mort. À la suite de ça, nous avons eu de sérieuses discussions. Moi, le chef du Shin Bet, et Michael Ben Yair, le ministre de la Justice, qui était d'avis que ces pratiques n'étaient pas morales et qu'il fallait les interdire. De mon côté, je lui ai fait valoir qu'avec ces méthodes, nous étions parvenus à prévenir 90% des attentats suicides et que sans cela, nous tomberions à seulement 70%. Ce qui signifiait que davantage d'Israéliens seraient tués. Entre nous deux, il y avait le Premier ministre qui devait trancher. Un jour, il s'est même mis en colère et il s'est levé tout rouge en criant à Ben Yair: « Tu me dis toujours ce que je n'ai pas le droit de faire. Dis-moi une fois pour toutes ce que j'ai le droit de faire. » Rabin était un homme rompu aux questions de sécurité. On n'avait pas besoin de lui expliquer. Quand on lui disait « nous n'avons pas les moyens d'assurer la sécurité », il comprenait parfaitement. On voyait qu'il était déchiré. Mais il a pris une décision, lutter contre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix, et poursuivre le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Alors que les attentats se multiplient, la droite, et pas seulement l'extrême droite, descend dans la rue pour protester contre les accords d'Oslo. C'est exactement ce qu'espérait le Hamas. Et ça a marché. L'opposition au processus de paix est surtout venue du camp religieux. Les gens qui sont derrière ça se sont fixés un objectif. Leur cible, c'était le Premier ministre, Yitzhak Rabin. C'est lui qui était visé. Je me souviens, j'étais jeune appelé. C'était l'été 1974. On nous a envoyés en Samarie pour arrêter les premiers colons qui voulaient s'installer à Sébastia. On se tenait la main pour former un front de soldats. On a pris pas mal de coups de la part des colons en furie qui voulaient s'installer là-bas. Ça ne m'avait pas plu du tout. Les colonies illégales se sont implantées en dépit des décisions ou contre les décisions gouvernementales. Mais il n'y a pas un seul gouvernement qui ne les ait pas acceptées ou au moins tolérées. Le fait que la plupart des gouvernements d'Israël se soient laissés entraîner
a donné aux colons, ou à certains d'entre eux, le sentiment que petit à petit ils devenaient les maîtres et qu'ils pouvaient agir à leur guise puisque le gouvernement fermait les yeux. Et ce qui valait pour les colonies illégales pouvait s'étendre à des activités illégales. En 1980, un groupe du Fatah a attaqué des fidèles à la sortie d'une synagogue de Hébron. « 30 jours plus tard, il y a eu des représailles contre des maires palestiniens, Bassam Shakar à Naplouse et Karim Alaf à Ramallah. Et un démineur de l'armée a perdu la vue en désamorçant la bombe découverte dans la maison d'Ibrahim Tawil, le maire d'Al-Biré. Nous savions que les auteurs étaient des juifs. Même si l'hypothèse avait été évoquée, nous ne pensions pas que ça venait d'une faction rivale. Tu vérifies ce que tu as sur les juifs et tu constates que tu n'as aucune piste. Tu te rends compte que tu as un problème. Qu'il y a une faille dans le système de renseignement. Nous avons mobilisé toutes nos unités opérationnelles. Elles ont fourni des dizaines de milliers d'heures de travail. Au bout de 6 mois, nous approchions du but. Nous avions identifié les coupables. Un groupe très idéologique, des gens très haut placés. Certains sont même des dirigeants, les dirigeants de leur communauté. À ce titre, ils ont leurs entrées chez le Premier ministre. On les voit au Parlement, dans les ministères. Les ministres sont leurs amis. Ils font partie de l'establishment, des personnalités respectables de l'État d'Israël. La seule façon de coincer cette bande était de les prendre sur le fait. Nous avons décidé d'intervenir quand ils ont projeté un attentat qui consistait à cacher des bombes dans des bus palestiniens à Jérusalem. L'attentat contre les bus était un projet dément. Leur but était de tuer 250 Arabes d'un coup. Nous les avons suivis toute la nuit. Je dirigeais l'opération à Jérusalem. Encore une nuit que je n'oublierai jamais. Nous les avons arrêtés à 4h30 du matin, au moment où ils plaçaient les bombes dans les bus. Nous sommes sortis de nos voitures et nous leur avons dit « Suivez-nous et si vous ne voulez pas qu'il arrive quelque chose aux démineurs de la police de Jérusalem, désamorcez les bombes. » Au cours d'une première vague d'arrestations, nous avons interpellé 17 personnes. En poursuivant nos investigations, nous avons découvert que depuis 1978 ou 79, ils préparaient un attentat au mont du Temple. Ils voulaient faire sauter le dôme du rocher. À l'origine du projet, il y avait l'idée que tant que l'abomination se trouverait à l'emplacement du Saint des Saints, il n'y aurait pas de rédemption possible pour le peuple juif. Il fallait donc détruire le dôme. Ils ont confectionné des bombes avec un explosif très sensible, le Semtex, d'après les plans de Menachem Livni, qui était un véritable génie de l'explosif. Elle devait être disposée de telle sorte que l'impact de l'explosion ébranle les arcs et les colonnes et provoque l'effondrement du dôme. La destruction du dôme aurait eu pour conséquence, et ce serait toujours le cas aujourd'hui, une guerre totale de tous les pays musulmans. Non seulement les pays arabes, non seulement l'Iran, mais aussi l'Indonésie, contre l'État d'Israël. Sans parler de la mise en danger des minorités juives du reste du monde.
Et ces gens décident de faire ça, convaincus par la croyance mystique de livrer la bataille de Gog et Magog, qui doit précéder la venue du Messie et la restauration du royaume d'Israël. Après le démantèlement du mouvement clandestin juif, Shamir, le Premier ministre, a comparé mon unité au joyau de la couronne. Nous avons reçu des félicitations et des éloges de partout. Puis les groupes de pression ont commencé leur travail. Les coupables ont été jugés et 3 d'entre eux condamnés à la perpétuité. Mais ils sont tous très vite sortis de prison et sont rentrés chez eux comme s'il ne s'était rien passé. Ils ont occupé les postes qu'ils avaient auparavant et même pour certains des postes plus élevés. השאלה העיקרית מבחינתי, מה יהיה פסק הדין של ההיסטוריה של דברי ימי ישראל. מבחינה זו אין לי ספק שמבנה כיפת הסלע בסופו של דבר לא יישאר על הר הבית, אלא הר הבית יחזור לריבונותנו שלנו. כמו גם שאין לי ספק שאותם מרצחים שהיה לי חלק בקיצוץ רגליהם היו ראויים לדינם. Tous les membres du mouvement clandestin juif ont été libérés par le Parlement israélien. Le décret de grâce du mouvement clandestin juif a été signé par Yitzhak Shamir, le premier ministre du gouvernement d'Israël. Il ne s'agissait pas de quelques membres de l'opposition. Au début, c'était « Oh là là, ils ont enfreint la loi, ils ont assassiné des gens, ils voulaient mettre le pays à feu et à sang. » Puis c'est devenu « Nous sommes de la même chair et du même sang. » Et qui a été délégitimé? Le Shin Bet. L'affaire du mouvement clandestin juif sur le plan du renseignement a ébranlé nos certitudes. Elle est à l'origine du dispositif mis en place depuis pour surveiller les individus qui, selon nous, doivent l'être, en Judée et en Samarie. Il n'en reste pas moins vrai que tu as beau surveiller, courir, travailler, surgit un jour un Yigal Amir qui n'a jamais figuré sur aucune liste de personnes fichées par le Shin Bet, et un beau jour, il tire sur le Premier ministre. C'est au cours de l'été 1995 que je l'ai senti. Le risque que le Premier ministre soit assassiné augmentait. L'activisme de la droite israélienne n'était pas un secret. On n'a pas besoin du chef du Shin Bet pour traduire les propos de Bibi Netanyahou ou d'Arik Sharon tenus depuis un balcon de la place Sion. On n'a pas besoin du chef du Shin Bet pour expliquer à la population et au Premier ministre la signification d'un cercueil dans une parodie d'enterrement à Ra'anana. Ça commençait vraiment à chauffer. Il y avait eu la tentative d'attaque de l'Institut Wingate. Après Wingate, je suis allé le voir et je lui ai dit « Yitzhak, ça ne va plus, ils vont finir par t'avoir. » Je t'en prie, porte un gilet pare-balles et circule en voiture blindée et nous allons renforcer ta protection. Il m'a envoyé balader. Je suis un ancien du Palmach, il n'est pas question que je porte un gilet pare-balles. Vous avez parlé au rabbin? Oui, j'ai rencontré les rabbins et les représentants des colons.
Nous avons parlé de l'incitation à la violence et à la rébellion. אין זכות לממשלה לכפות על העם דברים שהם בניגוד לתורה ולהלכה. אתם כאן, בהתייצבותכם בעצרת הזאת, מוכיחים שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. Le jeudi, j'étais allé à Paris, justement pour une mission que Rabin m'avait confiée. J'ai reçu un appel de mon chef de bureau qui m'a dit que Rabin avait été blessé. J'étais en état de choc, mais il y avait beaucoup de monde et je devais me tenir. C'est seulement au retour, dans l'avion qui me ramenait à Tel Aviv, assis dans l'obscurité, que j'ai ressenti dans mon cœur ce que mon esprit savait déjà. Je remercie le ciel pour ces 4 heures qui m'ont permis d'admettre la perte d'un homme qui était à mes yeux extraordinaire. יוצא דופן. Je peux dire aujourd'hui que ça a changé ma vision des choses. Tout à coup, j'ai découvert une autre société israélienne. Je n'avais pas conscience de la profondeur de la fracture, de la haine, de l'abîme qu'il y avait entre nous, entre les différentes façons de concevoir l'avenir. Qu'avons-nous en commun qui rend notre existence ici possible? Que sommes-nous venus faire ici? Qui voulons-nous être en vivant ici? Tout ce qui jusque-là allait de soi s'est effondré. L'assassinat de Rabin a tué l'espoir. Il a montré clairement qu'un misérable petit assassin avec un revolver de rien du tout pouvait anéantir tous nos espoirs, briser le processus de paix et changer le cours des choses. Tout d'abord, après avoir consulté ma femme, j'ai décidé d'endosser la responsabilité ministérielle et de donner ma démission. Je l'ai fait dès la publication du rapport. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a surtout essayé de me maintenir en vie. Ça a été une période très dure. Yigal Amir a réussi. Il a changé le cours de l'histoire. Il a changé le cours de l'histoire. Il a réussi. Et comment? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et même plus, les choses ne font qu'empirer. Je pense que nous verrons un autre assassinat politique quand il sera question de se retirer de Judée et de Samarie. Ça viendra de tous les bords, mais surtout des rabbins. Ces rabbins n'ont aucune raison de revenir sur leur position. Pour les rabbins extrémistes, le Shin Bet a montré ce qu'il valait. C'est l'assassinat de Rabin qui m'a poussé à entrer au Shin Bet. 1 an plus tôt, quand Rabin me l'avait proposé, j'avais refusé d'en prendre la direction.
Après l'assassinat de Rabin, j'ai su que je n'avais plus le choix. Je savais que le Shin Bet traversait une crise profonde, et je savais que ses membres en avaient conscience. Rien dans le système opérationnel du Shin Bet n'avait fonctionné comme ça aurait dû. Le service de sécurité du Premier ministre n'avait pas assuré. Les renseignements qui auraient dû prévenir l'assassinat n'avaient pas assuré. Ce qui avait fait la gloire du Shin Bet, la lutte contre les entreprises terroristes des islamistes, des Palestiniens ou autres, n'était plus au rendez-vous. L'organisation était au plus bas. Nous avons pris conscience de nos lacunes et compris que beaucoup de choses devaient être développées. Nous avons également compris que jusqu'à maintenant, c'était les muscles qui avaient pris le pas sur le cerveau et non l'inverse. Nous avons engagé des réformes pour faire passer le centre de gravité de notre organisation des actions de terrain vers les têtes pensantes installées dans les bureaux et penchées sur les écrans. Chaque année, nous avons évité davantage d'attentats. Chaque année, nous avons augmenté la sécurité. Comment? En partie grâce à tout ce que nous avons fait au sein du Shin Bet. Mais en vérité, l'avancée la plus significative a été notre coopération avec les Palestiniens. Tous les mois, je rencontrais Djibril Rajoub, Mohamed Dalan, Amin Al-Hindi, tous les responsables de la sécurité pour coordonner nos activités de renseignement. Ils me disaient toujours, nous ne sommes pas vos agents. Nous n'arrêtons pas des membres du Hamas pour vous. Nous le faisons uniquement parce que notre peuple croit qu'au bout du compte, viendra le jour où nous aurons notre propre État aux côtés d'Israël. Si nous cessons d'y croire, ne comptez plus sur nous. Autant il y avait une volonté forte, une intention ferme et une vraie décision de la part de Pérez et Rabin de conclure un accord, autant après la disparition de Rabin, la volonté ou l'intention d'Israël d'aboutir à un véritable accord n'a cessé de diminuer, pour ne pas dire plus. Plus personne n'était de bonne foi. Ni du côté palestinien, ni du côté israélien. Nous voulons la sécurité, mais nous récoltons le terrorisme. Ils veulent un État, mais ils voient les colonies se multiplier. Au début du processus d'Oslo, fin 93, début 94, il y avait 100 000 colons en Judée, Samarie et Gaza. Et je n'inclus pas les quartiers de Jérusalem. 6 ou 7 ans plus tard, l'été 2000, quand le processus s'interrompt, ils sont plus de 220 000. Ehud Barak se vante d'avoir construit plus de colonies que Netanyahou et que n'importe quel Premier ministre avant lui. C'est pourquoi la question n'est pas de savoir s'il y a un partenaire. Arafat n'a pas de partenaire et Barak non plus. La question est de savoir s'ils font quoi que ce soit pour qu'il y en ait un. Il était clair que nous allions vers une autre intifada, vers une nouvelle vague de violence au sein d'un groupe, d'une société, d'un peuple qui considère qu'il n'a plus rien à perdre.
En 2002, je me rends à Londres, l'intifada fait rage, un véritable enfer. Nous allons à Londres, un groupe d'Israéliens et un groupe de Palestiniens, pour voir si on peut faire quelque chose. À un moment donné, je suis en train de me faire un café et un Palestinien que je connais s'approche de moi. Il s'appelle Iyad Sarraj, c'est un médecin psychiatre. Il me dit, « Ami, nous avons fini par vous vaincre. » Je lui réponds, « Tu es fou, comment ça nous vaincre? Des centaines d'entre vous se font tuer, à ce rythme-là, ça va se compter en milliers. Vous allez perdre le peu d'État que vous avez et ce sera la fin de votre rêve, d'avoir un véritable État. Alors de quelle victoire parles-tu? » Il me dit, « Ami, je ne te comprends pas. Et tu ne nous comprends toujours pas. Pour nous, la victoire, c'est de vous voir souffrir. C'est tout ce que nous voulons. Et plus nous souffrirons, plus vous souffrirez. Au bout de 50 ans, nous avons enfin atteint l'égalité des forces, l'équilibre. Vos F-16 contre nos commandos suicides. Cette phrase de Iyad Sarraj a été pour moi comme une révélation. J'ai compris tout à coup le phénomène des commandos suicides. J'ai interprété nos réactions de manière différente. Combien d'opérations avons-nous menées parce que nous avions mal? Parce que quand on fait sauter nos bus, ça fait vraiment mal et nous voulons nous venger. Combien de fois l'avons-nous fait? Yeri Ayash était le plus grand terroriste qui ait jamais sévi en Israël. C'était aussi un membre important du Hamas. Il était ingénieur. Il savait fabriquer des bombes à partir d'explosifs improvisés, comme des ceintures d'explosifs pour faire sauter des bus. Il savait aussi persuader un kamikaze de commettre un attentat suicide. Enfin, il avait une incroyable capacité de survie. Pendant des années, chaque soldat israélien a eu sa photo dans la poche. Il était sans conteste l'homme le plus recherché du pays. Yeri Ayash avait quitté la Samarie pour Gaza. Ça nous a pris un peu de temps pour le localiser avec précision. On a commencé à le surveiller pour connaître son entourage, ses points de chute. Chacun a son talon d'Achille. Le point faible de Yeri Ayash, c'était sa femme et son fils. Après avoir longtemps vécu seul à Gaza, il leur a demandé de venir le rejoindre. Nous l'avons appris et j'ai décidé de les laisser entrer à Gaza. Je me suis dit qu'une fois qu'il sera à Gaza, Ayash voudrait les voir. La souris sortirait de son trou. Puis nous avons su que son père lui manquait beaucoup. Comment avez-vous su qu'il voulait parler à son père? En écoutant. Une source humaine? Les rumeurs arrivent jusqu'à nous. Il n'utilisait jamais de téléphone portable. D'autres appelaient pour lui. Après des semaines, il s'est laissé convaincre de parler quelques minutes à son père. Nous avons alors commencé à préparer le terrain pour que notre téléphone puisse atterrir entre ses mains. Puis nous sommes passés à la phase suivante, qui consistait à transformer en bombe un téléphone inoffensif. Le Shin Bet a des experts en technologie, des experts capables de faire d'un petit appareil un engin puissant. Pas une puissance de communication,
mais une puissance d'explosion. Comme il nous était difficile d'entrer directement en contact avec Ayash, nous avons eu recours à un intermédiaire. C'est lui qui lui a donné le téléphone. C'est vendredi, toutes les conditions sont réunies, nous déclenchons l'explosion du téléphone. Et ça ne marche pas. On a passé 8 mois à mettre ça au point et tout s'écroule sous nos yeux. Tout est prêt, on appuie enfin sur le bouton pour que le café coule et ça ne coule pas. Rien ne sort. Quelques jours plus tard, le portable est de retour à sa place habituelle. Nous constatons que personne ne soupçonne rien, que tout continue comme d'habitude. Toute l'équipe se remet au travail. Un vendredi matin, Iri Ayash reçoit un appel de son père. L'opérateur identifie la voix de Ayash et nous prévient. Quelqu'un appuie sur le bouton. Le téléphone explose. Iri Ayash le tenait contre l'oreille. Il est tué sur le coup. Personne d'autre n'est atteint et les gens qui étaient au rez-de-chaussée n'ont même pas entendu l'explosion. L'opération avait été menée en coopération avec l'armée de l'air. C'était du beau travail, très propre, élégant. J'aime ce genre d'opération. C'est beau, c'est propre. Certains ont considéré que l'élimination de Iri Ayash à une période qui semblait relativement calme sur le plan des attentats était une erreur. Quand tout semble calme, on se dit « Ah, nous venons de réveiller l'eau qui dort ». Deux mois plus tard, tout le pays explosait. Oui. Et vous ne faites pas le lien? Si, nous savons avec certitude qu'après l'élimination de Ayash, un groupe a quitté Gaza clandestinement. Hassan Salama et ses amis sont allés à Hébron pour organiser les attentats de Judée et de Samarie. Bien sûr, je vois le rapport. Mais encore une fois, on fait le calcul suivant. Si nous procédons à des éliminations ciblées, ils commettent des attentats. Mais si nous avions renoncé aux éliminations, vous croyez qu'ils auraient arrêté les attentats? Ça ne marche pas dans les deux sens. Après notre retrait de Gaza, il n'était plus possible d'y pénétrer par surprise, avec une équipe réduite qui fasse le boulot et revienne saine et sauve. Comment prendre un terroriste par surprise? Du ciel, de loin, on peut l'avoir par surprise. Il se prend un missile sans savoir d'où ça vient. Mais pour envoyer un missile de très loin, il faut posséder des renseignements très précis. Et pas seulement pour une seconde, mais pour toute la durée de l'opération. Qu'est-ce qu'une élimination ciblée? Quel maillon de la chaîne devons-nous briser? Nous sommes prêts à blesser, à tuer s'il le faut quiconque s'apprête à nous tuer. Mais ceux qui gravitent autour de lui, ceux qui préparent les explosifs, ceux qui les transportent, ceux qui organisent, ceux qui collectent les informations, ceux qui se contentent de donner l'idée, ils ne tuent personne. Ils prêchent une idéologie qui à terme engendre la guerre sainte et cause la mort d'Israéliens. Salah Shahada était ce qu'on appelle en arabe un ressort. Il était l'instigateur de toutes les opérations terroristes menées par le Hamas depuis Gaza. Sa traque a été très difficile et a demandé un énorme investissement de la part des services de renseignement. À un moment donné, nous avons su qu'il était chez lui,
que sa fille était absente et que seule sa femme était à la maison. Nous nous sommes concertés par téléphone, le chef d'état-major et moi, puis le ministre de la Défense et le Premier ministre. L'armée de l'air a largué une bombe d'1 tonne au-dessus de la maison. Mais malheureusement, à cause de renseignements pas assez précis, des innocents furent blessés ou tués, entre 9 et 14 victimes. On n'a jamais su exactement. Quand on lâche une bombe d'1 tonne au-dessus d'un quartier densément peuplé, c'est absolument certain que des innocents... Non, ce n'est absolument pas certain. Non, parce que tu réunis des renseignements, tu vérifies où les gens habitent, combien et qui ils sont, tu évalues les risques, tu étudies d'où il faut tirer. Cet événement, à cause de ses conséquences en termes de dommages collatéraux, nous a valu des critiques. Comment peut-on lâcher une bombe sur une habitation au cœur de Gaza? Quelqu'un m'a posé la question aux États-Unis. Je lui ai répondu, nous connaissons vos méthodes en Afghanistan. Vous avez bombardé une noce, il y a eu 70 morts et on n'a jamais su si la personne visée avait été tuée ou non. Overkill. Tu es plus que nécessaire. C'est une ânerie en termes de sécurité. C'est une ânerie en termes militaires, je ne sais pas comment le dire autrement. Il est inconcevable que pour liquider l'homme le plus recherché de Gaza, on doive lâcher une bombe d'1 tonne sur une maison entourée de bâtiments où vivent des familles avec des enfants. Ça ne peut pas être moral. Militairement parlant, c'est inefficace. Mais ce n'est sûrement pas humain. Est-ce juste? Non plus. Il y a un concept appelé la banalité du mal. Quand tu commences à faire ça en masse, quand 200 ou 300 personnes ont trouvé la mort à cause de ce qu'on appelle élimination ciblée, ce procédé se transforme en travail à la chaîne et tu te demandes de moins en moins où tu vas t'arrêter. Le 6 septembre 2003 a été ma pire journée à la tête du Shin Bet. C'est le jour où l'État d'Israël a eu l'occasion de se débarrasser du plus grand nombre de terroristes imaginable, en une seule fois. Nous avions des renseignements très sûrs et très précis sur une réunion de tous les dirigeants du Hamas. Il n'y en avait jamais eu, et comme il n'y en aura jamais plus. Une douzaine de personnalités devaient se réunir. Le dessus du panier, la crème de la crème. Ou si tu préfères, la merde de la merde. Ils étaient tous là. Puis j'apprends que l'armée s'oppose à l'intervention, de crainte qu'une bombe d'1 tonne ne cause des dommages collatéraux. S'ensuit une vive discussion et au bout de plusieurs heures, le Premier ministre se laisse convaincre de renoncer à l'attaque. Je rappelle le Premier ministre pour le convaincre, lui dire qu'il n'est pas pensable de renoncer. On finit par se mettre d'accord sur un quart de tonne. Le compromis se base sur des probabilités. L'immeuble a 2 niveaux. Si la réunion a lieu à l'étage, un quart de tonne tuera tous ceux qui s'y trouvent. Si elle a lieu au rez-de-chaussée, un quart de tonne ne tuera personne. La bombe a été lâchée. Elle est tombée pile sur la cible. L'étage a été détruit. Et la Dream Team au grand complet est sortie en courant. Il y en a même qui prétendent avoir vu Sheikh Yassine courir.
Voilà le cas par excellence où tu comprends non pas que tu as raté ton coup, mais que tu as pris la mauvaise décision. Nous avons commis cette erreur à cause de ce qui était arrivé à Salah Shrada, et nous en avons payé le prix avec la Dream Team. Ça nous a ensuite pris un temps fou pour attraper certains participants, notamment Sheikh Yassine. Dieu sait combien de dommages certains nous ont encore infligés avant que nous réussissions à les descendre. D'autres courent toujours et continuent à nous nuire. Je dis souvent que le terrorisme est un tonneau qui a un fond et qu'on peut l'atteindre. Tu n'as pas besoin de tuer les terroristes jusqu'au dernier. Il te suffit d'atteindre une masse critique pour dissuader les autres. Je peux prouver que le Hamas n'est pas devenu plus modéré après l'élimination de Sheikh Yassine. Je peux prouver que lorsque nous avons tué Abbas Moussaoui et que Nasrallah l'a remplacé, la sécurité ne s'est pas vraiment améliorée en Israël. Lorsque nous nous occupons non pas de celui qui s'apprête à nous tuer, mais de celui qui prêche le djihad, non seulement nous nous engageons dans une voie interdite par le droit international, nous bafouons la justice la plus élémentaire, nous mettons de côté toute considération morale, mais, et là, je parle en tant que chef du Shin Bet, c'est inefficace. Je suis né sur les bords du lac Tibériade. J'ai grandi dans la maison des enfants comme tous les enfants des kibboutz de l'époque. J'ai eu une enfance magnifique. Je savais qu'à Jérusalem, il y avait une maison et qu'au deuxième étage de cette maison, il y avait un long couloir, qu'au bout du couloir, une porte, et que derrière cette porte, il y avait un homme sage qui prenait les décisions, qui pensait. Mes parents l'appelaient le vieux. Des années plus tard, après la guerre de Yom Kippour, je suis allé à Jérusalem. Je suis entré dans la maison. Je suis monté au deuxième étage, mais j'ai vu qu'au fond du couloir, il n'y avait pas de porte. Et que derrière cette porte absente, il n'y avait personne qui pensait pour moi. Tu vois le vide, l'absence d'initiative. Cette façon de laisser les choses aller à volo sans que jamais personne ne s'arrête et dise « Maintenant ça suffit, soit on prend cette voie-ci, soit on prend cette voie-là ». On ne fait pas la paix avec des méthodes militaires. La paix se construit sur la confiance. Quelles que soient les initiatives militaires qui ont pu précéder, la paix doit reposer sur des relations de confiance. Moi qui connais bien les Palestiniens, je pense que ça ne devrait pas être si difficile d'instaurer avec eux une véritable relation de confiance. Israël ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas parler avec ses ennemis. Tant que ce sont eux qui ne veulent pas nous parler, nous n'avons pas le choix. Et quand c'est nous qui ne voulons pas leur parler, nous commettons une erreur. Vous êtes pour parler avec tous les interlocuteurs possibles? Oui, tous. Même s'ils sont insolents, je suis prêt à continuer. Il n'y a pas d'alternative. À quoi? À se parler. Même avec le Hamas, le djihad? Avec tout le monde. J'ai dit avec tout le monde, alors ça inclut Ahmadinejad, n'importe qui.
Je suis toujours pour. C'est une déformation professionnelle d'agent du renseignement de parler avec tout le monde. Ça clarifie les choses. Je vois que tu ne manges pas de verre pilé, il voit que je ne bois pas de pétrole. C'est comme ça. Je voudrais vous lire un texte de Yeshaya Leibovitch, un opposant farouche à l'occupation, écrit en 1968, un an après la guerre des 6 jours. Un pays qui administre une population hostile d'1 million d'étrangers deviendra nécessairement un État Shin Bet, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'éducation, de liberté de parole et de pensée, et de démocratie. La corruption inhérente à tout régime colonial contaminera l'État d'Israël. Le pouvoir devra réprimer la révolte arabe d'un côté et s'attacher les services de traîtres ou de collaborateurs arabes de l'autre. Que pensez-vous de cette déclaration prophétique au regard de la situation actuelle en Israël? Je suis d'accord avec chaque mot. Pouvez-vous développer? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Chaque mot qu'il a écrit est gravé dans le marbre. Vous pensez que c'est une description exacte de la société israélienne? C'est une description exacte de la réalité telle qu'elle a pris forme depuis 1968 jusqu'à nos jours. Je n'irai peut-être pas jusqu'à parler d'un État Shin Bet, mais il ne fait aucun doute que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis des Palestiniens ressemble beaucoup à celle que Yeshaya Leibovitch décrit. Tu tambourines aux portes au milieu de la nuit. Tu réveilles des familles en plein sommeil. Les pleurs de la mère, les adieux du suspect que tu arraches à sa famille sont des instants pénibles. Tu es témoin de la souffrance d'une famille, des séparations douloureuses entre enfants et parents, entre parents et enfants. Ce sont des moments qui restent profondément gravés en toi. Et quand tu quittes le Shin Bet, tu deviens un peu gauchiste. Nous rendons la vie de millions de gens insupportable. Leurs souffrances sont permanentes. Et nous laissons un soldat qui n'est à l'armée que depuis quelques mois décider de ce qui est admissible ou non. Dans le meilleur des cas, il a passé son bac l'année précédente. Il est là, devant un père avec un bébé dans les bras, et il doit décider s'il le fouille ou non, s'il le laisse passer ou non. Ça me rend malade. Le futur est sombre. Noir est l'avenir. Le service militaire façonne la mentalité de toute la population. L'immense majorité de nos jeunes gens est incorporée dans l'armée. Ce qu'ils voient là-bas, c'est tout et son contraire.
D'un côté, une armée qui se veut populaire, comme l'étaient les unités du Nahal, et de l'autre, une armée d'occupation cruelle, semblable à l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Semblable, pas identique. Et je ne parle pas de son comportement avec les Juifs, qui était tout à fait hors norme, avec ses spécificités. Je parle de sa façon de traiter les Polonais, les Belges, les Hollandais, les Tchèques. C'est un trait extrêmement négatif que nous avons acquis là. Nous sommes... J'ai peur de prononcer ces mots, alors je ne vais pas les dire. Nous sommes devenus cruels envers nous-mêmes, mais surtout envers la population que nous contrôlons sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Clausewitz était un homme intelligent, bien qu'il ne fût pas juif, à moins que nous n'ayons pas encore découvert ses origines juives. Il a dit il y a presque 200 ans quelque chose que je déforme sûrement, le traduisant. Mais dans les grandes lignes, c'est la victoire et la capacité de créer une réalité politique meilleure. C'est ça, la victoire. La victoire n'implique pas nécessairement de conquérir Gaza ou Ramallah, ou Naplouse ou Hébron. Je crois que mon fils, qui a servi 3 ans chez les parachutistes, a participé au moins 2 ou 3 fois à la prise de Naplouse. Ça nous a apporté la victoire? Je ne crois pas. La question est-ce que ça nous a rapprochés d'une situation politique meilleure? La tragédie du débat public israélien sur la sécurité est que nous ne comprenons pas que nous sommes dans une situation frustrante où nous gagnons chaque bataille, mais nous perdons la guerre. Ce programme vous a été présenté